Bon, bien, on voudrait vivement remercier Martin et Louis d'avoir organisé ce colloque et de nous avoir invités au milieu de spécialistes si éminents. Je ne sais pas si on va arriver à la hauteur, je ne crois pas, mais vu qu'on est, on est en dernier, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va intégrer dans la présentation quelques fichiers audio et vidéo de propagande, spécialement de propagande du groupe armé État islamique. On espère ne pas radicaliser personne par ce que vous allez entendre et voir. Mais en même temps, on a un peu ajusté notre présentation. On ne mettra pas tant l'accent sur les représentations, on va plutôt s'attarder à l'idéologie. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est d'essayer de comprendre ce qui provient du groupe lui-même, des membres eux-mêmes. On parle beaucoup et on a tendance souvent à avoir des opinions et des opinions qui sont vraiment savantes. On essaie d'analyser le problème, comment les gens radicalisés vivent cela. On essaie de comprendre, mais en même temps, il faut les écouter. Il faut essayer de comprendre ce qu'ils ont à dire de leur perspective. Et je crois, lorsqu'il est question de la thèse d'Olivier Roy sur cette question de pulsion de mort, de nihilisme, que finalement, les radicalisés ou leurs gestes n'ont rien à voir essentiellement avec la religion. Je crois qu'il faut prendre ça dans un contexte un peu plus large. Nous, on est en sciences des religions, en études théologiques, et il y a vraiment un mouvement, une mouvance depuis quelques années sur la question de la religion comme telle, de définir la religion. Et il y a vraiment un malaise au sein des études théologiques et en sciences des religions sur qu'est-ce que c'est même la religion. Hein? Et je crois qu'à travers de cela, il y a une remise en cause, une remise en doute sur la question même du concept moderne de religion. Les gens vont dire, bien, lorsqu'on parle de religion, c'est une notion qui est moderne. On ne peut pas vraiment parler de religion parce que c'est trop complexe, la religion. C'est souvent de la politique et ce n'est pas de la religion. Et on ne peut pas faire de distinction. Ça veut dire qu'on a vraiment un problème sur qu'est-ce que constitue même le religieux. Qu'est-ce que la religion? Et nous, en sciences des religions, en études théologiques, on a une tendance, de mon point de vue au moins, d'essayer de définir. C'est certain qu'il ne faut pas essentialiser la religion et dire que ça a strictement juste une seule caractéristique, ou que le christianisme, on définit le christianisme d'une certaine manière, puis de la manière qu'on le définit, ou que ce soit le christianisme, l'islam ou le judaïsme, de la manière qu'on le définit, c'est ce que constitue le vrai islam, le vrai christianisme ou le vrai judaïsme. On ne peut pas parler en ces termes-là. Et surtout en sciences des religions, en études théologiques, il n'y a pas ces catégories aujourd'hui dans la recherche moderne. On n'aborde plus ces catégories-là de vrai et faux. On ne parle plus en ces termes-là. C'est tout simplement une pluralité de perspectives. Hein? Le christianisme ancien, on devrait parler des christianismes anciens. On devrait parler des islams et on devrait parler des judaïsmes. Si on prend juste la question des monothéistes, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler on ne veut pas essentialiser, mais en même temps, il faut la définir. Il faut définir qu'est-ce qu'on entend par religion. J'ai une définition assez simple ici de Hector Avalos que j'ai traduit. Essentiellement, la religion, c'est un mode de vie et de pensée qui présuppose l'existence de forces ou d'êtres surnaturels empiriquement invérifiable. C'est-à-dire qu'il faut, si on garde ça en tête et on se dit, bon, les modifications de ces gens-là, ou du moins ce qu'ils expriment comme étant modification, incorporent ces idées-là, bien, on peut se dire, OK, c'est possiblement d'inspiration religieuse. Encore une fois, il faut faire attention parce qu'on a tendance, nous, en tant que chercheurs, à prêter des intentions aux gens qui commettent des atrocités, à leur prêter des intentions qui ne sont pas les leurs. Et on a une tendance à
faire un peu de ce que je pourrais appeler de colonialisme intellectuel en faisant ça. Parce qu'on impose notre vision, notre perspective, notre compréhension, notre grille de lecture sur qu'est-ce qu'eux ont à dire de leur propre expérience, puis comment ils légitimisent leur propre expérience. On découvre ça récemment, Marc-André et moi, on a coécrit un article qui est publié dans The Conversation Canada, qui va être traduit en fait en français, un article de vulgarisation sur la question ce qu'on appelle les durus, les cours, les leçons. On parle souvent par exemple, si on prend juste la question du groupe armé État islamique, on se dit, bon, le califat est en train de disparaître, la localisation géographique du califat est en train de disparaître, dont le groupe État islamique va disparaître bientôt. Oui, dans un certain sens, c'est vrai, au niveau géographique, du moins en Syrie et en Irak, oui, mais on sait que le groupe se manifeste à d'autres endroits également. Mais il faut prendre en considération le fait que le groupe s'est déjà déplacé vers ce qu'on peut appeler maintenant un califat virtuel. Hein? Un espace virtuel, et à l'intérieur de cet espace virtuel, on a observé qu'il y a une manière que certains sympathisants, que certains membres influents du groupe réussissent à travers ce qu'on appelle des durus ou des leçons virtuelles à maintenir une certaine cohésion et identité sociale des membres du groupe. Et à maintenir aussi, à cultiver, ce que je dirais, une espèce de rivalité entre groupes. Et c'est une manière pour eux de justement, fortifier leurs membres au vu du fait que, bon, il n'y a plus de califat, ou il y a presque plus de califat physique, mais la réalité, elle est là quand même, et qu'il y a une possibilité d'appartenir au groupe, et d'avoir une conviction d'inspiration religieuse qu'on fait partie de quelque chose de significatif. Ce qu'on a remarqué dans les dialogues qui se déroulent dans ces leçons virtuelles, c'est qu'il y a bien sûr un langage, et le langage qui est utilisé, on ne peut pas nier le fait que le langage qui est utilisé est carrément un langage religieux, à nature théologique. Bon, tu sais, on pourrait dire, bah, c'est pas bien interprété. OK, on peut dire ça jusqu'à un certain point, mais encore une fois, comment on normalise ça, l'interprétation? Ça, c'est un autre problème. Comment est-ce qu'on normalise? Je veux dire, il y a tellement de débats, et la question demeure une question herméneutique. La question demeure une question d'interprétation. Hein? Ça devient très, très compliqué juste sur le fait qu'on essaye de discuter, bon, on va essayer de les convaincre théologiquement d'une manière plus adéquate de comprendre les concepts religieux à lesquels ils adhèrent, mais en même temps, ils n'ont pas confiance en ceux qui voudraient les convaincre du contraire. Hein? C'est des coufards. On ne prendra pas en considération ce qu'ils ont à dire. Hein? On ne prendra pas au sérieux ce qu'ils ont à dire. Hein? On n'adhérera pas, on ne se fera pas séduire par leurs faux discours. C'est des faux savants. C'est ce que nous, on a voulu faire à travers cette présentation, et Marc-André va prendre le relais dans quelques instants, c'est prendre quelques éléments de ce qu'on pourrait constituer comme étant la propagande qui est de la propagande accessible. Hein? C'est assez accessible. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement caché. Des fois, c'est des choses qui sont peut-être un peu plus difficiles à accéder parce qu'il faut faire partie d'applications chiffrées ou cryptées comme Telegram. Par exemple, on va avoir une série de anachides ou de chants que là, on a pu récolter à partir de là, mais c'était quand même des canaux ou des liens qui étaient ouverts, publics, là. Mais c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'analyse de contenu, essentiellement. On va prendre trois ou quatre éléments, dépendamment du temps. On va prendre une portion de sermon. On va prendre
deux anachides. Deux anachides et un vidéo et on a un extrait de publication. Exactement. Et remarquez, essayez de vraiment voir dans les éléments qu'on va vous présenter les éléments théologiques, hein, le contenu religieux, et comment souvent ces éléments-là, le cadre dans lequel ces éléments-là se retrouvent, et ça a été mentionné à quelques reprises, c'est dans un contexte vraiment d'une vision du monde qui est vraiment apocalyptique, hein, où il y a toute la dimension de temporalité, où vraiment le temps est linéaire, et toute la dimension de l'espace, hein, de la transcendance et de la condition humaine, la quête de sens. Hein. C'est ce qu'on retrouve au cœur de la pensée apocalyptique. C'est-à-dire, je vais céder, Marc-André, si tu as besoin de cela, juste pour passer à... Okay, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc, juste pour décrire un peu la recherche qu'on a faite, depuis 2014, on collecte un peu en ligne la propagande que Daesh a partagée. Et depuis 2015, on fait de la recherche sur Telegram dans les chats et on regarde un peu les cours qu'ils donnent, la propagande partage, les conversions qui se passent, voir comment, non seulement qu'est-ce que la propagande qui est partagée, mais comment cette propagande est utilisée par les membres. Donc, l'importance aussi, c'est pas juste une propagande dans un vide, mais comment ils l'utilisent, comment elle est consommée et l'impact et les discussions que cette propagande va avoir. Donc, un des moyens qu'on va présenter, c'est, comme André a dit, il donne des durus, donc des cours virtuels. Cette forme, ils peuvent prendre deux formes. Un, ça peut être sous forme de chat, où un membre d'un groupe va prendre une position pour l'idée le durus. C'est pas un cadre, c'est pas quelqu'un haut placé dans Daesh, mais c'est quelqu'un qui a des bonnes connaissances et que le groupe respecte. Donc, ça, c'est une façon. C'est pas facile à présenter sur un PowerPoint parce que quand il y a 200-300 messages qu'il va dérouler, ça se présente pas bien. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? C'est un sermon qui est sorti au mois d'août 2017, intitulé « Veux-tu mourir? » Oui, c'est ça. Attends. Non, on veut pas, là. On veut pas, mais... Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste jouer le clip de 1 minute et que... Désires-tu te faire tuer? OK. Désires-tu te faire tuer? Oui. Le son va-tu passer? Good? OK. Le messager d'Allah, le meilleur des hommes, désirait participer aux expéditions. Il voulait combattre dans le chemin d'Allah. Le meilleur des hommes, n'est-il pas notre modèle? N'est-il pas notre meilleur exemple à suivre? N'est-il pas celui qui nous a montré le chemin, la bonne voie? Lui, le meilleur des hommes, désirait participer aux expéditions. Et il a dit fa'uqtal, et que je me fasse tuer. Il voulait se faire tuer. Le messager d'Allah désirait se faire tuer. Est-ce que toi tu désires te faire tuer? J'aurais vraiment voulu participer à une expédition dans le chemin d'Allah et me faire tuer. Ensuite encore participer à une autre expédition et encore me faire tuer. Participer encore et encore à d'autres expéditions et me refaire tuer à nouveau. Subhanallah. Subhanallah. Louange à Allah, le maître des cieux et de la terre, qui nous a envoyé un messager comme miséricorde pour l'humanité et qui nous a enseigné à quel point cette vie, en vérité, ne vaut strictement rien. Désires-tu te faire tuer, mon frère? Est-ce que ce désir fait partie de tes ambitions? Est-ce que tu aimerais vraiment, vraiment, vraiment rencontrer ton Seigneur après avoir été tué? Donc, dans le contexte que ça s'est présenté, c'est pas une école islamique, c'est pas des académiques, c'est pas des cheikhs, c'est des jeunes, on va assumer que c'est des jeunes de la moyenne vingtaine, pas éduqués dans le domaine, mais qui ont une connaissance moyenne dans leur religion. Mais l'important, c'est Daesh utilise les sermons et ses cours pour proposer à leurs fidèles une propagande radicale qui diffuse, comment on pourrait dire ça, pour affirmer l'identité et la détermination du groupe. Donc, l'idée de montrer que,
Daesh et ses sympathisants sont supérieurs à tous les autres groupes djihadistes. C'était pas vraiment le thème de celle-là, mais on dit que ça couvre la plupart de leurs discussions. Et dans le fond, les autres groupes ou les autres interprétations de leur version de l'islam sont déviantes. Et c'est ça qui est important à comprendre par rapport à qu'est-ce que les autres pourraient considérer au vrai islam. Donc, ils diffèrent dans leur compréhension et dans leurs interprétations. Donc, ces interprétations divergent, on dit, dans les notions de l'islam, dans la notion de la mort, dans la notion de... OK. Et dans le fond, qu'est-ce qui est important, c'est que les personnes qui embrassent l'idéologie et la vision du monde de Daesh considèrent toute autre perspective comme une forme de déviance. Il faut conserver ça. Et c'est ça qui est important. C'est juste qu'on a... OK, 5 minutes. Ouais. Juste pour mentionner, vous avez remarqué dans le sermon également qu'il y a vraiment un lien qui est fait entre « désires-tu mourir » et le prophète. Ça, il y a toujours un lien, une manière de relier ça d'une certaine façon à la tradition pour légitimer, encore une fois, l'action. Ça, c'est bien important là, de garder ça en tête. Maybe you can take just something else. Because you choose. Yeah, Bon, on va prendre ça, puis je ne vais pas jouer les deux. Ouais. Donc, les anachides, c'est une autre forme de propagande qui est très souvent utilisée, très, très populaire dans les chats. Dans le fond, l'anachide, c'est un outil qui est utilisé pour forger des liens entre les djihadistes et exploiter leurs émotions pour produire une culture de djihadistes activistes. Donc, les anachides n'appartiennent pas strictement au domaine doctrinal du djihadisme, mais plutôt à un ensemble de pratiques ou de technologies qui modèlent les émotions de l'auditeur. Donc, je choisis lequel, on va voir. Ouais. C'est assez... lorsque vous entendez, vous allez réaliser comment ça joue sur l'émotion, justement. C'est conçu pour ça. Hein? On va choisir le deuxième. Je ne vais pas jouer au complet. Mais juste pour Al-Hayat Media Center presents Pour Allah, celui que nous unifions. Pour Allah, nos vies, nous les sacrifions. Pour Allah, celui que nous glorifions. Pour Allah, oui, nous vous terrifions. Pour Allah, celui que nous unifions. Pour Allah, nos vies, nous les sacrifions. Pour Allah, celui que nous glorifions. Pour Allah, oui, nous vous terrifions. Pour Allah seul, nous avons fait ce choix. Tuer avec des cœurs remplis de joie. Nous vous tuerons sans aucune pitié. Entre vous et nous, c'est l'inimitié. Nos actes sont guidés par le Coran. Quoi qu'en disent les pauvres ignorants. Oui, nous vous tuerons si Allah le veut. Nous tuerons, nous en avons fait le vœu. Pour Allah, celui que nous unifions. Pour Allah, nos vies, nous les sacrifions. Pour Allah, celui que nous... Donc, juste pour vous donner une idée. Oui, parce qu'on... Les deux chants qu'on a choisis sont sortis après des attaques qui sont arrivées en France. Et les deux sont des chants qui glorifient les martyrs. Mais les nashids sont un peu de tous les types. C'est quelque chose qui est très populaire avec les djihadistes. C'est quelque chose de culture pop un peu pour les groupes. C'est des choses que... Tu regardes les vidéos des djihadistes, tu vois les jeunes, ils commencent à chanter les nashids. Ils n'écoutent pas de musique, c'est tabou, c'est haram. Mais les nashids sont permis, c'est quelque chose de très populaire. Et Daesh, ils ont fait quelque chose d'intéressant. C'est tout créé par leurs propres membres. Ils utilisent du auto-tune pour donner une version un peu plus musicale. Donc, ils utilisent la technologie moderne pour s'adapter, un peu plier les règles de qu'est-ce qu'ils peuvent et peuvent pas faire. Donc, ça, c'est utilisé à un certain point que j'ai même vu des groupes où ils faisaient des Nasheed Challenge, où ils donnaient des petits clips de 10 secondes et il fallait deviner c'était quel Nasheed et tu avais des points puis des ranks. Donc, c'est même utilisé dans un sens culturel juste pour construire une identité de groupe et raffermir un peu comment les jeunes dans le groupe se connectent un peu et reviennent au groupe pour participer à ça. Donc, c'est plus aussi, c'est pas seulement, OK, on va aller faire des bombes et on va les tuer, mais il y a aussi une forme de culture et une forme de communauté que tu veux revenir à participer dedans à chaque jour. Et encore une fois, bon, on va laisser les quelques paroles là. Je crois qu'on n'aura plus le temps, on va prendre des questions. Mais comme vous voyez, encore une fois, il y a beaucoup le référent théologique, hein, il y a beaucoup le référent religieux. Et c'est ce qu'on voulait vous dire, en fait. S'il y a quelque chose qu'il faut se rappeler peut-être de notre petite présentation en fin d'après-midi, c'est
il faut écouter ce qu'eux ont à dire par rapport à leur propre motivation. Il faut cesser, je crois, sérieusement, bien là, peut-être que c'est parce qu'on parle on prêche de notre paroisse, parce qu'on est en sciences des religions et en études théologiques, mais il faut vraiment prendre au sérieux leur motivation qu'ils, eux, jugent comme étant légitime théologiquement et d'inspiration religieuse. Il faut cesser de plaquer nos propres modèles et vraiment les écouter. Et parce que si on ne fait pas ça, ce qui va arriver, c'est qu'on n'aura pas l'outillage nécessaire pour justement même penser à la possibilité d'avoir des contre-discours. On peut pas. Si on ne comprend pas comment ces gens-là se perçoivent et qu'est-ce qu'ils disent par rapport à leur propre motivation, on ne sera pas outillé. On sera pas outillé. C'est pour ça que, être en contact avec ces gens-là qui eux-mêmes, dans des situations d'applications cryptées, bien, ça nous donne vraiment accès à comment ils pensent, puis comment ils communiquent entre eux, puis comment ils se bâtissent une identité sociale qui est profondément ancrée dans leur compréhension de la religion. Ça veut dire c'est à peu près tout. Pour aujourd'hui, on avait 2 autres choses, mais là, le temps file. Ce sera pour l'article dans le Frontière. Merci beaucoup. Oui, il y a une question ici à l'avant. Une petite réflexion. Merci beaucoup pour cet apport de leur discours. Voilà. Et effectivement, le point d'accroche qui accroche, ils ont ciblé juste, c'est la question du désir. La question du désir humain. Un analyste, quand on reçoit un sujet, ce sur quoi on va le questionner, c'est sur son propre désir. Voilà. Donc là, le sujet, sans qu'on lui parle en tant que sujet humain, ce que je disais tout à l'heure dans le désir aussi de reconnaissance, il va s'accrocher. Là, la perversion, c'est que le désir va être rattaché au désir d'Allah. C'est plus le lien, au désir de l'autre. Hein, voilà, la subversion est là. Mais le point d'accroche est important. Là. Oui, merci. Ouais. Merci beaucoup. Oui, j'ai bien aimé votre présentation. Merci. Et ça m'a rappelé une discussion que j'avais eue avec un spécialiste là, de Ben Laden il y a plusieurs années. Oui. Alors lui m'avait donné un conseil. Il m'avait dit, j'ai des collègues, quand ils voient une vidéo de Ben Laden, alors là, ils avaient entendu des chants d'oiseaux. Ils ont engagé un ornithologue, des spécialistes pour essayer de décrypter le chant des oiseaux, pour essayer de savoir où était Ben Laden. Mais dis-moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que dit Ben Laden. C'est beaucoup plus intéressant que de mobiliser des ornithologues puis des géologues. Ça n'a aucun intérêt. Mais ce que dit Ben Laden, ça m'intéresse parce que généralement, il fait ce qu'il dit en plus. Puis, il faut écouter ce que les djihadistes disent. Absolument. Et ça, c'est la première chose. Oui. Et souvent, il m'avait dit aussi, il n'y a rien, l'information cachée, cryptée, top secrète ne m'intéresse pas. Non. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est ouvert. Exactement, exactement. Puis c'est bien ce que vous dites. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils nous le disent pourquoi. Ils nous donnent les griefs qu'ils ont. Hein? Lorsqu'on... à tous les coups qu'il y avait, par exemple, qu'il y avait un attentat terroriste ou quoi que ce soit, il y a toujours lorsque Daesh revendique l'attentat, ils sont clairs sur les raisons. Hein? C'est en raison des bombardements de la coalition qu'on ne devrait pas avoir de coups forts dans les pays musulmans. Il devrait pas être... Ça, il faut être clair là-dessus. Ben Laden n'avait rien contre le mode de vie américain. Il n'avait rien non plus, par exemple, contre la Suède. Non, c'est ça. C'est important. Puis c'est pas strictement... C'est parce que souvent, on focalise beaucoup sur les griefs aussi. Mais ça ne marche pas juste des griefs. C'est griefs et idéologie. C'est pas juste idéologie, c'est grief et idéologie. Et ils se soutiennent l'un et l'autre. Ça, c'est très, très important. Donc, vous avez soulevé un aspect important. Merci. Je pense que... C'est bon? Oui? Ah, mon Dieu.
Ben, on peut en parler, à moins que vous voulez en parler là, mais voulez-vous répéter votre question parce que je crois qu'ils veulent Oui, moi, c'était par rapport en pratique et sur les recherches et la possibilité d'établir un contre-discours. Ouais. Avez-vous des pistes ou des idées? Ouais. Écoutez, moi, je suis un peu d'avis que lorsqu'une personne est radicalisée, c'est très difficile d'extirper de la pensée d'un individu une pensée radicale. Je ne sais pas comment on peut même convaincre des individus à coup d'arguments théologiques. Là. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Ça se peut. Mais moi, de ce que je comprends, même de la pensée, même fondamentaliste, j'ai déjà été moi-même fondamentaliste, pas islamiste, là, mais j'ai déjà été moi-même fondamentaliste, assez radical dans mon fondamentalisme, pas violent, mais il n'y a pas personne qui aurait pu me dire quoi que ce soit. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une ouverture cognitive. Il y a quelque chose qui se produit dans mon vécu qui vienne qu'à me mettre dans une situation de doute par rapport à ma propre expérience ou ma propre compréhension, mon propre discours. Et c'est à partir de là que moi, j'ai moi-même embarqué dans une quête de vérification, possiblement. C'est pour ça que je crois plus à la prévention de la radicalisation que d'essayer de... Je ne dis pas que ce n'est pas possible de déradicaliser, mais il y a déjà un manque de confiance de la part des gens radicalisés par rapport à n'importe quel discours qu'on pourrait leur apporter. Il n'y a pas de confiance à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est là le dilemme. C'est là le dilemme de se dire, est-ce que je vais réussir par tous les moyens possibles à semer un doute chez l'individu qui va lui faire remettre en question sa vision du monde. Je ne sais pas si c'est possible. Honnêtement, là, j'ai des sérieux doutes. Et en plus, je dirais, Marc-André, on a parlé souvent, Marc-André, dans un autre contexte où il travaille, tu peux peut-être en parler un petit peu brièvement. Je sais que tu ne peux pas élaborer trop parce que c'est au niveau gouvernemental. Moi, le problème, c'est avec les contre-discours, une expression en anglais, bang for buck. Je pense pas que ça vaut la peine. Donc, on regarde en 2014-2015, on regarde la coalition, les gouvernements canadiens, les gouvernements américains, ils ont mis assez de l'argent dans des programmes de contre-discours avec des résultats, on va dire, pas très fabuleux, presque négatifs. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais aussi, si tu regardes tes contre-discours, c'est-tu pour les gars qui sont déjà dans les chats à ce niveau-là? À ce point-là, si déjà ils croient à rien qui sort des fake news media, si on prend un mot de Trump, là, pour eux, qu'est-ce qui n'est pas Hamak Dashir ou de leurs médias, ça ne veut rien dire. Donc, ça vaut-tu la peine? Moi, côté prévention, côté résilience, si tu veux regarder une population à risque et mettre en marche des solutions qui peuvent aider un jeune à être résilient à la radicalisation, je pense que ça va être quelque chose qui va avoir plus d'impact pour ton... En amont. Plus en amont. Parce que contre-discours, ton contre-discours va vraiment rien faire avec. Il y a déjà des chats, tu regardes des chats où il y a des gars de Al-Qaïda ou de HTS puis de Daesh qui sont tous ensemble puis qui s'assinent dessus, là. Je veux dire, ils sont même pas d'accord entre eux, là. Puis si eux, ils peuvent pas se changer d'idée puis ils parlent pratiquement la même langue, n'importe qui d'autre qui va entrer dans le mélange, ça... Honnêtement, c'est... Moi, je vois pas... Puis il y a juste une chose que je voulais dire, puis vous pourrez me corriger si j'ai pas raison, mais j'ai l'impression que même lorsqu'on parle de questions de radicalisation, tout ça, c'est même pas une question rationnelle, c'est émotif. Il y a vraiment une dimension émotive et la rationalisation de ma perspective vient après que je me suis positionné par rapport à l'émotion que j'ai sur quelque chose, un point de vue que j'ai développé ou une intuition que j'ai développée en lien avec quelque chose. Je vais le raisonner ou je vais trouver une légitimation de cela, mais par après. C'est-à-dire que je peux même pas... il faut quasiment, comment je pourrais dire, s'attaquer aux problèmes émotifs, intuitifs, premiers, avant même d'essayer d'argumenter.
C'est drôle à dire, mais c'est comme ça, parce que ça a parti d'un grief, puis que là, l'idéologie a servi d'appui au grief. Oui. Hein? C'est pour ça que des contre-discours, comment? C'est quel genre de contre-discours? C'est ça là, qui devient. Vous avez, Ali, un bon... Il y a juste un commentaire très rapide. C'est pour combattre l'extrémisme ou déradicalisation. J'avais vu cette idée de déassociation. Deassociation. Oui, disengagement. Exactement. Dans le livre de la pensée extrême de Gérard Bronner, il disait que tu engages, c'est ce que j'avais dit dans ma présentation, tu fais comme la méthode socratique, ça veut dire que tu assumes les mêmes, comme tu disais, les motifs, les arguments. Tu dis que, OK, fumer la cigarette, par exemple, est bonne, parce que tu as tel motif ou besoin ou whatever, et tu fumes. Tu te mets du même côté de fumeur et tu vas voir jusqu'à quel point va être l'ultime résultat de ce comportement. C'est quasiment Socratic method. Exactement. C'est vraiment le discours, c'est give and take. Et tu peux montrer l'absurdité. Ça veut dire que le dévoilement ultime de ce comportement extrême. Est-ce que vous seriez d'accord, Ali? C'est quasiment de faire réaliser, d'aider l'autre à le réaliser lui-même, l'absurdité. C'est pas moi qui va y dire, c'est que l'autre lui-même va arriver à cette position-là de par ton dialogue, tu sais, de par l'échange. Parce que c'est ça, je pense qu'il y a nécessairement un va-et-vient, un give and take, comme on dirait. Je peux pas juste take, puis je peux pas, comme vous dites, vous mettez vraiment du côté de l'individu. Je crois que vous avez... Oui, je crois que oui, absolument. Martin, il faut arrêter, hein, c'est ça. Mais écoutez, on va venez nous voir, on va en parler. Bon, je sens que je vais faire mon méchant garçon, mais parce que... c'est toi le boss. Il y a des gens... Bon, je ne suis pas le boss de rien, moi. Même pas le boss. En tout cas. Non, mais c'est qu'il faut... on a des gens qui travaillent ici quand même, hein, qui doivent rentrer à la maison, voir leurs enfants. Alors, on va terminer la journée avec un petit résumé de tout ça. Et on va faire...